La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, hashtag la réussite est en vous. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus depuis cet écrin de l'Atrium pour votre TVR BP Go Business Club, l'économie décryptée par ceux qui la font. Et nous sommes très très heureux pour les 2 dernières semaines avant cette trêve estivale, eh bien de vous présenter aujourd'hui un véritable fleuron culturel de notre territoire. Avant d'en parler et de vous donner vraiment le nom de l'invité qui va nous donner plein d'informations sur ce festival très très recherché, eh bien permettez-moi de vous présenter les 3 personnes qui vont avoir la charge à mes côtés de l'interroger. Merci à vous Benoît Cattel, directeur général de la Banque Populaire Grand Ouest. Merci de nous accueillir mois après mois ici à Polaris. Merci à vous maître Hélène Lodic-Baron, vous êtes membre du Conseil national des barreaux. Et merci à vous également Anne-Marie Kemener, vous êtes commissaire général du SPACE. Alors ce soir, nous allons célébrer le plus grand festival de France. 5 millions de festivaliers durant les 30 dernières années, plus de 7000 bénévoles, 2500 professionnels, 250 entreprises partenaires. Le site, il est exceptionnel, c'est celui de Quérampuil. Nous sommes à Carhaix, en Centre-Bretagne. Et sur ce lieu se sont produits les plus grands artistes internationaux. Bienvenue au Festival des Vieilles Charrues. Les Vieilles Charrues, et je vous demande d'applaudir son directeur général, Jérôme Tréorel. Prenez place Jérôme, regardez, nous sommes encore en train de regarder l'édition passée avec ces têtes d'affiche. Je suis persuadé qu'en les regardant de multiples fois, il y a toujours le même frisson, un peu les poils qui se dressent parce qu'il y a une ambiance qui est particulière à Carhaix, aux Vieilles Charrues. Oui, il y a une ambiance qui est vraiment particulière. On dit toujours il faut le voir pour le croire, il faut le vivre pour le croire. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on voit les images, nous on arrive à se projeter, à revoir ces moments assez fous. Et puis là, en ce moment, on est en train de se projeter aussi parce qu'on a le site qui est en train de se construire et on a hâte d'ouvrir les portes là, dans quelques jours désormais. Avant de vous poser 1000 questions, il faut revenir 1992 et sa kermesse au bord de l'eau avec son lancer de charrues. Ça, c'est vraiment le tout départ. Je suppose qu'à ce moment-là, on ne sait pas que ce festival va compter sur la scène internationale et à travers le monde. Alors non, à la base, c'était même la blague de potage, c'était de concurrencer les vieux gréments de Brest. Mais c'était surtout faire un événement et vivre avec ses amis, son entourage, une fête, se retrouver, se rassembler pour montrer qu'en Centre-Bretagne, il y a des forces vives aussi. Et puis ce qu'on aime à raconter, c'est que c'est une blague qui a mal tourné parce que c'est devenu un festival de musique et un très très grand festival de musique au fil des ans. Alors les Blues Brothers au tout début, alors l'année suivante, on sent que vous franchissez une véritable étape, hein, Claude Nougaro, Jane Birkin, Simple Minds, James Brown, et puis après, eh bien, il y a tout le monde. Après, il y a aussi la clairvoyance des organisateurs de l'époque qui est de transformer déjà cette fête d'amis en festival, de déménager au centre-ville de Carhaix. Et très vite, là, le bouche à oreille fonctionne, la programmation éclectique fonctionne, un tarif accessible fonctionne, et puis le festival est complet, plus de 40 000 personnes dans le centre-ville, ça ne marche pas.
et tout de suite le rebond de découvrir le site de Quérampuil et dès 1998 de s'installer sur le site qui est toujours le même, alors qu'on utilise différemment bien évidemment, mais voilà, qui est aux portes de la ville et qui est un amphithéâtre naturel exceptionnel. Benoît Cattel, directeur général de la BPGO. Bonjour à toutes et à tous et bravo pour vraiment ce truc incroyable qui fait que des gens qui ne sont pas natifs de la région connaissent le nom. Et c'est vrai, de la France, c'est au-delà des frontières françaises, donc c'est un truc un peu magique de se dire que voilà, au XXe siècle et surtout au XXIe siècle, on est capable de créer des choses comme vous l'avez fait avec les gens qui vous entourent. Moi, j'aurais deux petites questions un peu pour drosser un peu le tableau. C'est d'abord, quels sont les grands chiffres du festival, premier point. Et deuxième point, j'ai compris que vous étiez dans un modèle associatif qui tirait derrière des valeurs d'exemplarité, de solidarité. Et comment comment on vit les choses en étant une grosse PME et en même temps en essayant de garder ses racines. Alors c'est vrai que c'est un festival à part, un peu différent des modèles qu'on peut connaître aujourd'hui. C'est un festival qui est 100% associatif, on le dit souvent, on l'écrit même sur le toit des scènes, parce qu'on revendique ce statut juridique qui est un peu galvaudé dans le monde associatif, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et les chiffres, c'est des chiffres assez stratosphériques. Aujourd'hui, c'est 280 000 festivaliers l'année dernière, ce sera quasiment 350 000 cette année avec un 5e jour. C'est 4 espaces scéniques sur le festival, c'est un peu plus de 100 hectares entre la zone des concerts, la zone des campings et la zone des parkings. On a 70 000 personnes par jour, c'est la taille du Stade de France, il n'y a pas d'autres jauges aussi grandes. Il y a 7 150 bénévoles et Stéphane, vous l'avez dit, 2 500 professionnels qui travaillent sur l'organisation même du festival. Donc c'est une grosse machine. On avait l'année dernière autour de 19 millions d'euros de budget avec un 5e jour et l'inflation. On va être à plus de 23,5 millions. Et c'est un festival, alors un chiffre qui est tout petit, mais qui a son importance, c'est 0 €. C'est 0 €, c'est le montant des subventions que les charrues touchent, c'est-à-dire donc rien. Et puis on a également un chiffre important qui a été dit tout à l'heure, c'est autour de 300 entreprises qui nous soutiennent, 3,5 millions de recettes partenaires mécénat qui nous permettent de maintenir, et je vais vous donner un dernier chiffre, un prix de billet à partir de 44 €, qui est anormalement bas, mais qui, au regard du pouvoir d'achat, peut-être en Bretagne, et puis le fait que la culture reste accessible au plus grand nombre et ne devienne pas un produit de luxe, on fait en sorte de trouver les solutions pour faire en sorte d'avoir un tarif qui n'augmente pas. On ne l'a pas augmenté depuis 11 ans. On espère pouvoir continuer, ça va être dur, mais au moins un festival éclectique et qui est fait pour tout le monde. Maître Hélène Lodic-Baron. Jérôme Tréorel, la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, c'était par écran interposé. C'était au moment du Covid. Vous veniez d'apprendre que les événements regroupant des personnes étaient interdits jusqu'en juillet. Vous veniez de prendre la décision d'annuler le festival. Il y a eu l'édition de la reprise. Il y a cette année cette belle édition qui s'annonce. Et vous le disiez, c'est quoi aujourd'hui? Ça reste un événement qui est fragile. C'est quoi les enjeux de la pérennité du Festival de Carré? Alors, c'est vrai que la dernière fois, on s'était eu en plein début de crise de Covid, et puis nous, le moment on n'appelait pas ça une annulation, mais d'un report d'édition. La bonne nouvelle, c'est qu'on est là. Enfin, je suis là avec vous aujourd'hui, donc ça veut dire que le festival existe toujours et que la chance qu'on a eue, alors quand c'est bien, il faut le dire aussi, on a eu les aides nécessaires et pour continuer et sans licencier nos équipes, ce qui fait qu'on a pu redémarrer aussi l'année dernière avec une grande configuration parce qu'on a gardé les talents à côté de nous. Malheureusement, ce qu'on peut voir, c'est que la reprise, elle est d'autant plus compliquée. L'année dernière, dans tous les secteurs d'activité, c'était le cas. Reprise économique mondiale, donc pénurie de matériel, pénurie de denrées. Donc quand on accueille 70 000 personnes dans un champ, il faut l'aménager. Donc il faut du matériel, il faut des engins pour faire les constructions, il faut les denrées pour nourrir 70 000 personnes. Donc l'année dernière, ça a été très compliqué, mais la bonne nouvelle, c'est que le public a repris confiance et a répondu présent. On a été complet très vite l'année dernière. Donc ça, c'était un vrai soulagement. Et on a, grâce au savoir-faire des équipes, nos partenaires, nos fournisseurs, etc., trouvé les solutions pour réussir à ouvrir les portes et organiser une des plus belles éditions en termes d'émotion du festival. Maintenant, la situation économique, elle est toujours tendue.
On arrive à plus facilement trouver ce dont on a besoin pour construire le festival, les denrées, etc. Et on a subi toujours l'inflation conjoncturelle selon les prestations, selon les denrées, mais aussi et surtout une inflation opportuniste, ce qui est beaucoup plus dangereux. Plus dangereux sur la relation économique qu'on va avoir avec certains fournisseurs qui ont des visions à court terme. Et ce qui est surtout dangereux, c'est par rapport à notre modèle. On était déjà avant un colosse au pied d'argile, un festival qui accueille près de 300 000 personnes, sans subvention, 19 millions d'euros de budget. On devait vendre avant la crise sanitaire autour de 10 à 95% des billets pour faire zéro. D'où le statut juridique à but non lucratif. Aujourd'hui, avec ces inflations qu'on subit, que ce soit auprès de certains fournisseurs, mais aussi auprès des cachets des artistes qui ont encore explosé cette année, eh bien, on doit être autour de 105-110% de remplissage pour équilibrer. Donc ça veut dire que le modèle ne marche plus. On arrive à tenir grâce aux ventes de restauration de bars qu'on organise nous-mêmes avec les bénévoles sur le festival et à la présence qui est beaucoup plus importante de partenaires et mécènes qui viennent organiser, entre autres, leurs opérations de relations publiques sur le festival. On a autour de 5000 VIP par jour. Il va falloir se poser des questions à la rentrée de notre modèle, du fonctionnement. Et depuis 7 ans, on a demandé à pouvoir avoir la sécurisation des terrains pour faire des constructions en dur, faire des aménagements en dur pour éviter ces 8-9 semaines de montage du site. Et un montage qui coûte de plus en plus cher parce que c'est plus de personnel, c'est plus de matériel. Et avec l'inflation, quand on prend 2 années de suite 20% de moyenne, ça marche plus. C'est compliqué. Anne-Marie Kemener. Alors moi, en tant que native de Carhaix, voilà, je veux dire merci et bravo. C'est une vraie fierté pour toute la région de Carhaix d'avoir un tel festival chez nous. Je voulais vous poser une question, moi aussi, en tant que native de Carhaix, mais aussi organisatrice d'événements. Quand on affiche des chiffres aussi importants, finalement, comment on met en œuvre l'aspect durable de l'événement ? Et puis comment on répond en fait aux aspirations parfois d'un public jeune qui dit non, moi les grands événements, je préfère des petits événements, etc. Voilà, il y a toujours cette question aussi d'une taille d'événement très, très importante et qui peut parfois ne pas être en phase avec certaines nouvelles attentes des nouvelles générations. Comment vous y répondez ? C'est vrai qu'on peut lire ici ou là que une nouvelle génération veut changer de modèle, Alors, sur beaucoup de choses, on l'a pu l'observer, c'est vrai, et tant mieux, notamment notre camping, qui avant, malgré le fait qu'on essayait d'inciter les gens à nettoyer, à faire attention, on leur donne un camping propre que des équipes préparent. Il y a 400 nettoyeurs qui passent chaque jour et qui nettoient le camping à la fin. Il y a certaines années, c'était une catastrophe. Et effectivement, l'année dernière, ils allaient manifester pour la planète le vendredi, mais le camping, ils l'ont rendu propre. Donc c'est une très bonne vertu. Après, effectivement, il peut y avoir des envies de différents. On parle d'acheter bio, local, etc. Nous, c'est ce qu'on fait pour construire et pour proposer les denrées sur le festival depuis plus de 30 ans. Donc on n'a pas attendu la crise Covid pour acheter en local et pour travailler et construire le festival avec les acteurs économiques du territoire. Après, surtout le volet durable, on a depuis longtemps, je parlais du circuit court, on l'a mis en place pour dynamiser économiquement aussi le territoire, créer de l'emploi indirect. Après, on a aussi beaucoup travaillé sur comment faire en sorte de dépolluer un peu le festival. Alors, c'est des investissements qu'on a mis en place depuis 2008-2009. On a une personne qui est embauchée à temps plein pour toutes les actions de développement durable. On a commencé par exemple par les gobelets. On avait avant des millions de gobelets jetables qu'on retrouvait par terre, qui retapissaient le sol, qu'il fallait nettoyer la nuit, etc. On est passé aux gobelets réutilisables. On était un des festivals pionniers à le faire. Donc c'est un investissement lourd au début. Après, les gobelets, en parlant d'action de développement durable, si on met le logo de l'affiche chaque année dessus, les gens repartent chaque année et ce n'est pas du tout développement durable. Donc il ne faut pas que ce soit que de la com non plus. Après, on a beaucoup travaillé sur la gestion des énergies. On a investi, pareil, autour des années 2010-2011, sur des projecteurs LED pour tout le site du festival. Après, on a été jusqu'à créer des zones d'ouverture, d'allumage de lumière. On a après fait en sorte d'avoir des automatismes là-dessus en créant des horloges. Donc nous, on a des chefs de service qui sont proactifs
et qu'inventent des systèmes, notamment notre chef élec, il est incroyable parce qu'il va toujours essayer d'avoir un coup d'avance. Alors après, on est sur une grosse construction qui n'est pas pérenne, donc il faut construire, déconstruire. C'est là aussi où on perd beaucoup de temps et que je pense l'impact est important. On a aussi un gros travail qui a été fait au fil des ans sur la gestion de traitement des déchets. On a plus de 60%, selon la météo, mais quand il fait beau, 60% des déchets qui sont recyclés. Et le but du jeu, c'est de produire moins de déchets pour en avoir moins à traiter, à recycler. Donc on va aussi dans ce sens-là avec nos fournisseurs et nos prestataires, mais le chemin est encore long. On va analyser nos consommations d'énergie. Le bilan carbone, on a commencé à le faire sur la base de l'édition de cette année, donc on aura le résultat l'année prochaine. Mais surtout aussi, on va inciter 2 autres acteurs du festival, parce que sur les bilans carbone, les 2 impacts majeurs ne sont pas liés directement au festival. C'est le transport des festivaliers et le transport des artistes. Donc il y a beaucoup de pédagogie avec les artistes pour éviter les jets, etc. Même s'ils le font davantage, mais sauf qu'ils font 1000 km par jour pour aller d'un festival à l'autre, donc c'est discutable. Et c'est pas parce qu'on vient juste avec une gourde sur scène qu'on est développement durable. Si on venait avant avec 2 semi-remorques de matériel et qu'on vient avec 8 aujourd'hui, c'est pas développement durable. Donc ça, c'est des vraies discussions, parce que peut-être que les cachets baisseront aussi grâce à ça. Et les festivaliers, on n'est pas dans une agglomération, donc il n'y a pas de métro, il y a un peu de bus, un peu de train. Donc on y travaille avec la région pour inciter les gens à prendre les transports et surtout à covoiturer. Alors vous êtes, on a bien compris, un festival vraiment bien dans son époque. J'aimerais, Jérôme, que vous puissiez nous faire découvrir un peu les coulisses de la programmation, parce que chaque année, bien en amont, on attend la programmation du festival des Vieilles Charrues. Est-ce que c'est un peu vraiment comme le patinage artistique, les imposés et le programme libre, c'est-à-dire vraiment les artistes qu'il faut absolument avoir pour être un peu tendance, et puis d'un autre côté, parce que vous le connaissez, ce public qui vient à Kérampuil, faire plaisir, c'est-à-dire être aussi dans cette tonalité, récompenser un peu ces jeunes et moins jeunes qui vous suivent. Alors on a la chance d'avoir un public curieux et un public qui nous fait confiance. Ce qui est une vraie chance, qu'on essaie de cultiver en les considérant, en faisant attention à leurs attentes et à faire en sorte de ne pas les décevoir. Après, comme je disais tout à l'heure, l'exercice il est particulier parce que c'est une programmation très éclectique. On a eu certaines années un Pierre Perret et un Massive Attack qui enchaînaient derrière. Les gens nous ont pris pour des fous, sauf que c'est devenu la marque de fabrique et l'ADN aussi du festival, avec ses bénévoles. C'est cette programmation éclectique. Donc aujourd'hui, forcément, on regarde les tendances. Il y a des valeurs sûres qu'on connaît, celles qu'on n'a pas eues, on va toujours faire en sorte d'essayer de les avoir. C'est-à-dire le Graal, par exemple, ce serait les Rolling Stones? Alors le Graal, ça peut être les Rolling Stones, c'est Robbie Williams qu'on a cette année, c'est Blur qu'on va avoir cette année, c'est les Red Hot Chili Peppers qu'on a cette année. Voilà, c'est tous ceux qu'on n'a pas eu, qu'on aimerait avoir. Bon, les Stones, ça a failli l'année dernière, ça s'est pas fait. On réessaiera si ça tourne un jour. Voilà, c'est tous ceux qu'on n'a pas eu, on essaye. Après, la vraie difficulté aussi aujourd'hui, c'est de sentir les nouvelles tendances. La difficulté, c'est que le public, et le jeune public, a changé de moyens, de méthode de consommation de la musique. Avant, on achetait un disque, un CD, et le CD, on regardait le livret, on connaissait toutes les plages du CD, et voilà, on connaissait tout l'album. Aujourd'hui, les jeunes, au mieux, consomment de la musique sur Deezer ou Spotify. Bon, majoritairement sur YouTube. Ils connaissent un titre, des fois ils ne connaissent même pas le nom du groupe, et une fois que tout le monde connaît ce titre, ils n'aiment plus et on passe à autre chose. Je caricature, mais c'est un peu ça. Il faut savoir qu'avant la programmation, il y a une dizaine d'années, on la calait en gros février-mars pour juillet. Ça, c'était quand les artistes généraient leurs revenus majoritairement sur le disque. Et la tournée servait de promotion au disque. Le rapport il s'est inversé. Aujourd'hui, ils gagnent majoritairement, très majoritairement, leurs revenus sur le live et surtout sur les festivals. Nous, le budget de programmation aux Vieilles Charrues, il y a une dizaine d'années, c'était 1,7 million d'euros. Aujourd'hui, on a 5 millions pour le même nombre de groupes. Donc, il y a quand même un changement majeur qui nous a aussi obligés à revoir notre modèle économique. Mais donc, il faut composer avec ça. Donc, on travaille bien en amont avec des producteurs, donc nos 2 programmateurs, Jean-Jacques et Jeanne. On se fait des réunions régulièrement pour voir, ce que nous propose le producteur dans un catalogue, un roadster. Voilà, j'ai ça qui tourne. Et après, il faut regarder si on tombe sur le bon week-end, s'il n'y a pas une concurrence européenne qui va mettre 2 fois plus d'argent que nous, etc. Et puis après, c'est d'avoir cette tendance de se dire, voilà, on va programmer des choses 1 an et demi à l'avance. Ça, c'est pour les têtes d'affiche, donc il y a peu de risque de se planter.
Par contre, sur les seconds couteaux, on va dire, les artistes émergents, les newcomers, ou les deuxièmes têtes d'affiche, là, c'est beaucoup entre septembre et novembre que ça se cale. Mais septembre-novembre, caler un artiste découverte pour le faire jouer en juillet, des fois, on peut avoir des surprises parce qu'on a eu une Clara Luciani qui était, on va dire, tout bébé, vraiment toute découverte, et qui, au final, était quasiment une tête d'affiche chez nous 9 mois après. Alors, il nous reste moins de 6 minutes. On va faire des questions et des réponses rapides. Benoît. Est-ce que quand on est dans une association qui a acquis un tel savoir-faire, on ne se dit pas, tiens, on va essaimer ou dupliquer les choses dans un autre lieu? Alors, il y en a qui le font. Nous, on n'a pas souhaité le faire. Alors, on a eu quelques expériences. On a fêté les 25 ans des charrues à New York. Mais c'est un peu comme au démarrage de l'histoire des charrues. C'est une histoire de potes qui a mal tourné. Un pari un peu... Donc, on a fait les 25 ans à Central Park. Et on a fait l'année dernière les 30 ans, pareil, sur une rencontre avec un directeur artistique du Bon Marché. Donc, pendant 7 semaines, on a fait des concerts, expositions, etc. Après, on travaille tout au long de l'année sur un dispositif qui s'appelle le Label Charrue. C'est des artistes bretons émergents qu'on essaie de soutenir au travers d'un accompagnement. Après, voilà, je pense qu'on échange beaucoup avec d'autres festivals sur les bonnes pratiques, sur des conseils. Mais le Festival des Vieilles Charrues, il se passe à Carhaix. C'est beaucoup de travail d'organiser un événement qui dure 4 jours ou 5 jours cette année. Il ne faut pas se disperser. Là, aujourd'hui, les enjeux, c'est d'arriver à perdurer, c'est d'arriver à trouver les solutions pour sécuriser l'avenir du festival, notamment en sécurisant le foncier et en construisant certaines installations en dur. Ça, c'est l'enjeu. On est dans un secteur qui est devenu très concurrentiel. Et depuis le Covid, encore plus concurrentiel. Donc là, l'objectif, c'est de sécuriser pour ne pas s'éparpiller, parce que ce serait dommage de casser le jouet charrue pour nous, mais aussi pour tout un territoire, parce que c'est 18 millions de retombées économiques. Je disais tout à l'heure, c'est des milliers d'emplois qui sont créés. Donc voilà, il faut savoir raison garder et puis construire le festival de demain maintenant. Hélène. Jérôme Tréhorel, pour terminer, peut-être une question plus personnelle. Quel est, Jérôme Tréhorel, vous, votre plus beau souvenir des Vieilles Charrues? Et pour vous, pas en tant que directeur du festival, mais en tant que Jérôme Tréhorel, le fan de musique, quel artiste vous voudriez voir sur scène? Alors, je pense qu'il y a peut-être un appel à lancer. C'est sûr qu'il ou elle doit nous écouter ce soir. J'imagine. Les souvenirs, il y en a plein. Moi, ma première venue aux Vieilles Charrues, j'ai halluciné parce que j'y suis venu par Jean-Philippe Quignon, qui était coprésident, coprogrammateur. Et je me suis retrouvé, j'avais l'accès sur la grande scène. J'ai halluciné de voir autant de gens devant. Moi, ça m'intéressait de voir les coulisses, de comprendre comment ça marchait. Et en tant que bénévole, la première fois arrivé comme ça, et puis à un moment, je voyais un monsieur qui était en train d'andiner sur scène en regardant le groupe qui jouait, c'était Iggy Pop qui était à côté. J'ai dit ça, j'aime bien ça. Donc ça, c'était un des souvenirs. On a le souvenir aussi marquant de concert de Mathieu Chédid, qui notamment l'hommage de Jean-Philippe, j'en parlais tout à l'heure, le concert de Muse en 2010 sous une pluie d'orage. Je pense que sur 10 groupes, il y en a 9 canuls. On est tombé sur le bon le soir-là, et ce groupe a décidé de jouer parce que le public est resté. Il y a le concert de Dépêche Mode, là, il y a quelques années, Dépêche Mode aux Vieilles Charrues. Enfin, c'est marrant quand on regarde la liste des noms de la tournée, des noms de villes sur le t-shirt. On voit Madrid, on voit Rome, on voit New York, et puis il y a Carhaix au milieu, donc c'est assez cocasse. Et puis l'artiste qu'on aimerait avoir, il y a Mark Cartney, on a essayé plusieurs fois. Il y a des Coldplay, U2, voilà, pourquoi pas. Maintenant, je pense qu'à un moment donné, c'est bien de faire des tournées de stade, c'est bien de revenir aussi aux valeurs, et sans forcément un décorum de fou, et de revenir à des valeurs un peu rock, un peu brutes. Et ce que nous disent les artistes qui viennent aux Vieilles Charrues à chaque fois, c'est la rencontre qu'ils ont avec le public, c'est quelque chose d'unique. Même s'ils ont fait des grandes tournées dans le monde entier, cette rencontre-là, elle est vraiment magique. Et alors, vous allez dire, je ne suis pas objectif parce que je suis le directeur du festival. Mais franchement, j'ai jamais vu ça ailleurs, et c'est aussi ce qui nous anime et ce qui nous motive. Allez, en 1 minute, il faut faire très vite. Anne-Marie. Alors, qu'est-ce que vous nous souhaitez à nous, festivaliers, et à vous, organisateurs, pour cette prochaine édition placée sous le signe de la fête foraine? C'est ça le thème fête foraine, de l'année, avec un grand manège qui fait 57 mètres de haut. Ce qu'on nous souhaite, c'est de prendre du plaisir, c'est de retrouver le public, dès l'ouverture des portes avec les yeux qui brillent, les sourires, d'entendre les premières notes de musique et de voir
cette rencontre entre le public et les artistes qui est magique et qui est unique aux Vieilles Charrues, et que les gens puissent partager un moment autour des valeurs de la musique et partager aussi ensemble, simplement en prenant du plaisir, ce qui est un peu rare en ce moment. Voilà, et le coup d'envoi, c'est maintenant dans quelques heures. Hein. Absolument, le 13 à 11h30, on ouvrira les portes du Parc du Château et 14h, le site des concerts. On peut vraiment vous applaudir très fort. Merci de nous avoir donné autant envie, avec énormément d'informations. Son nom a été évoqué. On rend vraiment et on dédie cette émission à Jean-Philippe Quignon, qui était vraiment un garçon adorable, parti mais trop tôt. Et on a fait tout notre collège ensemble. Et vraiment, c'est toujours avec beaucoup d'émotion. Je pense toujours à lui lorsque on évoque les Vieilles Charrues. Merci. Jérôme Tréhorel, directeur général des Vieilles Charrues. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier rendez-vous de la saison. Merci à toutes et à tous. La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, #la réussite est en vous.